Alors bonsoir à tous, on se retrouve pour notre cours numéro 14 sur les halakhot de Shabbat toujours. On va faire déjà un petit rappel par rapport au halakhot de la semaine dernière parce qu'il y avait des points qui n'étaient pas très clairs ou en tout cas il y a eu beaucoup de techniques. Voilà. Donc juste pour faire en très rapide les quelques points, si on peut revoir un petit peu ce qu'on a vu la semaine dernière en très rapide. Déjà on avait posé la question, est-ce qu'on peut refaire le kidouche pour quelqu'un? Quelqu'un a fait le kidouche. Et il veut refaire le kidouche maintenant pour acquitter quelqu'un d'autre ou pour acquitter sa famille chez lui, etc. Donc, à partir du principe que Kol Israël Arevim Zelazé, c'est-à-dire qu'on est tous liés, en fait, on a tous une certaine responsabilité envers les autres. Et donc, si quelqu'un d'autre n'a pas fait le kidouche, ben, c'est un petit peu comme si nous, on n'avait pas fait le kidouche en quelque sorte. Et donc, basé sur ce raisonnement-là, on peut acquitter quelqu'un, même si nous, on s'est déjà acquitté d'une mitzvah. C'est applicable aussi dans d'autres mitzvahs, comme quelqu'un, par exemple, comme quelqu'un qui a déjà entendu le chauffard, ben, quelqu'un va venir pouvoir, même si lui, il a déjà été acquitté de son chauffard, il va très bien pouvoir venir acquitter une autre personne du chauffard. Donc par rapport au kidouche, on peut, oui, acquitter quelqu'un, même si on s'est nous-mêmes déjà acquitté. Ça, c'est pour le premier point de rappel. Deuxièmement, on avait dit qu'il y a une notion de kidouche bimkom seouda, c'est-à-dire que dès qu'on fait un kidouche, là où on fait le kidouche, pour que soit validé le kidouche, on doit absolument faire une seouda. Qu'est-ce qu'on appelle une seouda? C'est soit avec de la boisson, en buvant la quantité de 1 révi'it, donc 86 millilitres de vin ou de jus de raisin, soit en mangeant un kazaït de mésonote. Mésonote à partir des 5 céréales. Du riz, ça ne sera pas bon par exemple. Il faut vraiment du mésonote à partir des 5 céréales dans la quantité de au moins un kazaït. On a donc ces deux possibilités-là. Dès lors qu'on a fait une de ces deux possibilités-là, soit par la boisson avec au moins un révi'it de vin ou de jus de raisin, 86 millilitres, ou alors un kazaït 27 grammes de mésonote à partir des 5 céréales, là on a validé notre kidouche et on est obligé en fait quand on fait un kidouche de faire de manger cette quantité-là pour que le kidouche soit validé. Cette quantité-là de vin, en l'occurrence, si on le fait par la boisson, c'est à ne pas confondre avec la quantité minimum à boire quand on fait un kidouche. Admettons que je suis chez moi, mais je vais faire par la suite motzi. Donc là, j'ai pas de problème de seouda, puisque oui, je vais faire motzi, donc je vais faire ma seouda sur place avec du pain, tout ce qu'il faut, etc. Donc c'est pour ça que mon kidouche sera validé plus tard, il n'y a pas de problème. Mais au-delà de ça, quand je fais mon kidouche, quoi qu'il en soit, je dois toujours au minimum boire une quantité de mélolougmav, c'est 41 grammes, donc à peu près 41 millilitres. La moitié d'un révide, je suis obligé de boire cette quantité-là. C'est la quantité qu'on considère pour remplir une joue. C'est la quantité que je dois boire quand je fais le kidouche. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Euh, Donc, admettons que je compte manger, moi, du maisonnat, je fais kidouche à la Sina, par exemple, je veux que mon kidouche soit validé parce qu'il faut qu'il soit validé pour que je puisse manger. Donc, pour le valider rétroactivement, j'ai l'intention de manger un kazaïd de maisonnat. Mais maintenant, j'ai pas envie, moi, non, de boire, moi, 86 millilitres de vin. Il n'empêche que j'ai quand même l'obligation dans mon kidouche de boire au moins Melo Lugma, cette quantité-là de vin. Et après, dans un deuxième temps, il y a le fait de En kidouche et la bim comme Seouda. Un kidouche, ce n'est que quand il y a une Seouda. Et donc, après, j'ai l'obligation de faire une Seouda, donc soit avec, comme on a dit, un kazaï de maisonnette, soit avec 86 millilitres de vin ou de jus de raisin. Un troisième point, on avait dit que le vendredi soir, si on n'a pas de vin, on peut faire sur du pain. Et on doit faire même sur du pain si on n'a pas de vin ou de jus de raisin. Ça, c'est valable que pour le vendredi soir parce que le soir, on n'a pas l'habitude spécialement de manger du pain, même si le Shabbat, on mange du pain. Mais disons que le pain, c'est quelque chose qui est plus du matin ou de la journée. Donc, si on viendrait à faire le kidouche sur du pain la journée, ça serait pas reconnu que ça viendrait exprès pour le kidouche. Tandis que le soir, comme c'est pas habituel, entre guillemets, on permet de faire le kidouche sur du pain si on n'a pas de vin ou de jus de raisin parce que on viendra par cela reconnaître qu'on fait quelque chose de particulier. Pour le samedi midi, on ne fera jamais le kidouche sur du pain. On le fera donc sur du vin ou du jus de raisin. Et si, par exemple, il y a certains minagim, mais ça, c'est quelque chose qui est fondé, c'est pas parce qu'on préfère le faire comme ça. Certains minagim qui le font, par exemple, les Tunisiens ont le minag de faire sur de la bourra. Donc, à ce moment-là, bien entendu, on parle que du samedi midi et ils feront pas Boré Père mais ils feront chez Akon Yabidvaro. Et donc, ça ça s'appliquera que pour ceux qui ont un minag particulier sur ça. Et donc, pour le samedi midi. Mais sinon, l'idéal pour le kidouche, comme on l'avait dit déjà précédemment, c'est toujours avec du vin. Euh, rouge de préférence ou du jus de raisin. Concernant l'apéritif, on avait dit
est-ce qu'on a le droit de manger? Il y en a certains qui ont un minhag comme ça pour multiplier les brachot à Shabbat, de faire des brachot entre le kiddush et le motzi, pour rajouter comme ça quelques petites brachot. Donc on avait dit, si on fait ça, alors il faut pas manger une quantité, faut pas rentrer dans un problème de bracha acharona, donc faut manger vraiment moins que la quantité. C'est vraiment juste pour faire la brachot, pour la bracha, pour multiplier les brachot à Shabbat, mais il ne faut pas manger la quantité pour ne pas nécessaire pour faire la bracha acharona, pour ne pas arriver à faire cette bracha acharona. Pourquoi? Parce qu'après on va venir faire le birkat, et donc maintenant on va venir faire une bracha acharona à la birria par exemple. Alors qu'après, je vais faire mon birkat qui va venir acquitter aussi ce que j'ai fait. Donc, c'est une double acquittation et je rentre donc dans un problème. Parce que dans tous les cas, j'aurais fait le birkat. Et donc, pour pas rentrer dans ce doute et ce problème, je peux faire les brachot pour ceux qui ont le minag, mais je ne dois pas manger la quantité pour arriver à avoir à faire la bracha harona. Mais simplement, juste pour goûter, pour faire un petit peu plus de brachot pour ceux qui en ont l'habitude. Ensuite, on avait aussi parlé d'un point. Des fois, on reçoit par exemple des invités. Donc, il se peut que les invités, ils vont pas faire avec nous motzi tout de suite. Ça veut dire que nous, on va faire le kidouche avec eux, on va faire un apéro. On va pas faire le motzi tout de suite. On va manger des maisonnotes, on va manger des salades, etc. Donc là, forcément, on risque d'arriver à dépasser la quantité pour pouvoir avoir à faire bracha harona, donc à la miria par exemple. Donc, comment on peut faire? Si on est dans cette configuration-là où on ne va pas faire motzi tout de suite, on peut le faire, mais il faudra marquer une pause en fait entre l'apéritif et la deuxième partie après où on va faire donc netilat avec motzi, le pain, etc. Donc, comment on fait? Eh ben, on fait notre apéritif avec nos invités, on peut faire maisonnote, on mange la quantité, comme ça après on fera la miria en rajoutant le petit passage de Shabbat. Et ensuite, on va marquer une petite pause, par exemple, je sais pas, 5 minutes, 10 minutes. On va se lever 5 minutes de la table et revenir à table. On va faire un petit Dvar Torah. En tout cas, il faudra marquer une séparation pour dire que voilà, la deuxième partie, c'est une autre partie où je vais venir maintenant faire moti avec mon Birkat Amazon. Et c'est comme ça qu'il faudra agir si on veut faire un kidouche. Donc ça, voilà, c'était quelques petits points euh, de rappel et d'éclaircissement par rapport à la semaine dernière, puisque j'ai eu un retour intéressant et que c'est vrai que c'était très technique. Donc là, c'était pour vraiment résumer un petit peu ces points de manière très rapide et abrégée. Ce soir, on parle donc de différents points. Tout d'abord, on va introduire avec une notion. Euh, je partage l'écran. Et on va essayer de ne pas être trop dans la technique pour retenir quand même les choses après, surtout dans la pratique. Donc déjà, on va introduire avec ça. C'est des notions un peu générales sur la table de Shabbat. À quoi doit ressembler une table de Shabbat? Shulchan Shabbat. Ketzad, à quoi ressemble une table de Shabbat? Ketzad amor leharot Shulchan Shabbat bebayit Yehudi. À quoi doit ressembler une table de Shabbat dans une maison juive? On me dit Miyachad kol bnei mishpacha, saviv shulchan, upotzechim eshirot shalom aleichem. Tous les membres de la famille se réunissent autour de la table. Je vais traduire pas mal de choses directement pour qu'on tienne le timing. Tous les membres de la famille se tiennent autour de la table et commencent à chanter Shalom Aleichem. Le père de famille prend le verre de kidouche, fait le kidouche avec une belle voix, il chante, etc. Les enfants embrassent la main de leur père, de leur mère, avec crainte et respect. Ensuite, on va se laver les mains, on va faire Netilat Yadayim pour manger notre Seouda. On s'assoit, on se régale des délices de Shabbat. On est joyeux de se réjouir de cette mitzvah-là du Shabbat. Et finalement, voilà, après une semaine de travail, de nettoyage, de machines, de préparation, on s'assoit finalement tous les membres de la famille ensemble pour faire le Shabbat et profiter de ce grand moment qu'est le Shabbat. À la fin de la Séouda, on chante des chansons. Enfin, on peut le chanter aussi au milieu, mais voilà, pour pas les chanter en train de manger, quoi. Ensuite, les enfants, ils amènent leurs feuilles, s'ils ont une feuille, du GAN qu'ils ont fait au GAN, au Talmud Torah, où ils racontent un petit mot de ce qu'ils ont appris, etc. Le père de famille finit en disant un petit mot de Torah, quelque chose d'intéressant qui vient un petit peu capter l'attention des gens. D'ailleurs, une fois, j'avais entendu un conseil très sympa que je trouve du Rav Twitou. Il disait la meilleure façon d'introduire un Dvar Torah à table, parce que des fois, on est dans une table où les gens n'ont pas forcément envie d'écouter un Dvar Torah, ça va peut-être les saouler, ou enfin, ça peut même être chez nous, hein. C'est de pas te dire bon alors voilà je vais faire un Dvar Torah, etc. C'est de commencer en fait directement. Lui il disait ça dans un contexte où si par exemple on est dans une discussion et on voit qu'il y a un lachon hara bien chaud qui est en train de sortir du four,
Il faut pas commencer à dire oui, non, mais il faut pas dire ça, et là, c'est du lâche. Parce qu'en fait, il faut être plus furtif que ça. Il disait comme ça. Enfin, il disait, l'idée qu'il donnait, c'était ça. Il faut plutôt remplacer la discussion par autre chose. Donc, amener quelque chose de plus intéressant. Tu veux que les gens arrêtent de dire ça, bah, trouve quelque chose de plus intéressant à leur rapporter. Et automatiquement, la discussion va bifurquer. Donc, c'est un petit peu pareil, je trouve, dans les devoirs Torah. Euh, Déjà, même si on n'a pas l'habitude de faire un devoir Torah, il faut prendre cette habitude petit à petit. Il n'y a pas besoin d'avoir un certain statut ou un certain niveau pour faire un devoir Torah. C'est vraiment à la portée de tout le monde et ça se fait petit à petit. En tout cas, d'amener ça de manière intelligente et de commencer par exemple avec une histoire ou une question ou en tout cas de l'amener finement pour pas que ça soit trop dans un contexte strict et angoissant et que tout le monde puisse profiter d'avoir une idée et quelque chose à tirer de ça. Ensuite, donc le père de famille dit un mot de Torah et on vient faire le Birkat Amazon en remerciant Akadosh Baruch Hu sur ce qu'on a mangé. Et donc la Séouda se termine avec une grande satisfaction. Donc là, c'est un schéma un peu sympathique, coloré, idéal qu'on voit dans les livres, etc. Mais il n'empêche que c'est à la portée de tous d'arriver à ce chemin-là. Ça se fait petit à petit et plus on va chercher à profiter vraiment de notre Shabbat, plus on va vraiment pouvoir concrètement profiter de notre Shabbat. Et d'ailleurs, cette vision-là de Et Amarze, Azer, Rabim, Chosim, Vidé Shabbat, Beshabbato, il y a de nombreuses personnes qui vivent ça à chaque Shabbat, mais il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas le mérite encore de pouvoir vivre le Shabbat, profiter des délices du Shabbat. Et c'est pourquoi c'est une mitzvah, une grande mitzvah, de les inviter, ces personnes-là. Donc ça peut être des gens qui font pas du tout Shabbat, ou même des gens qui font Shabbat, mais qui connaissent pas vraiment le kiff du Shabbat. Et donc d'inviter ces personnes-là pour leur montrer à quoi ressemble une bonne table de Shabbat, un bon kiff de Shabbat. Enfin, je traduis en mode voilà, sympathique, il parle pas d'un bon kiff de Shabbat, mais c'est l'idée. Et donc ça sera un grand mérite pour une personne qui invitera comme ça des gens pour pouvoir les renforcer et leur donner encore plus goût au Shabbat. Et on sait aussi que de nombreuses personnes sont revenues à leur source grâce en ayant été invitées à des tables de Shabbat, comme je l'avais raconté avec mon père, quand il était petit, quand il était jeune, il invitait une personne qui faisait pas Shabbat et il a croisé plusieurs fois cette personne plus tard qui lui a dit que maintenant il faisait Shabbat et c'était en grande partie parce que plus jeune, il avait été invité à des belles tables et qu'il avait vraiment kiffé l'ambiance et admiré l'ambiance et que ça avait éveillé sa curiosité sur le principe du Shabbat, quoi. Euh, Très bien. Là, il y a une lettre qui est écrite, je ne sais pas par qui, mais l'idée c'est la suivante. Mon cher et mon tendre, ne te ne méprise pas la table du Shabbat, ne te méprise pas d'empresser de finir la table du Shabbat sans chanter, sans livrer Torah. Sache que le niveau de la table de Shabbat, c'est quelque chose qui rentre vraiment dans l'esprit et dans le cœur des membres de la famille, et particulièrement dans les enfants qui n'oublieront jamais ces moments-là du Shabbat. Et si tu dois t'absenter, alors essaye de t'absenter un maximum le Shabbat. Il faut toujours que tu essayes de t'absenter un minimum, pardon, le Shabbat. Il faudrait que tu sois toujours présent le Shabbat parce que c'est vraiment quelque chose qui a un rôle très important, surtout au niveau des enfants. Ça vient leur insuffler un souffle de Kedusha et ça les élève vraiment beaucoup dans la spiritualité. Et si on le fait pas maintenant, alors quand c'est qu'on le fera? Et c'est pourquoi qu'il ne faudra pas donc aussi alourdir la table de Shabbat. Il faudra que ce soit toujours un plaisir, distribuer aux enfants des choses, des bonbons, leur faire des petits kiffs, euh, etc. pour que ça reste gravé en eux et qu'ils aient vraiment ce plaisir-là de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu de manière générale. Concernant le fait d'inviter des gens à Shabbat, des gens qui ne sont pas Shomrei Shabbat, donc question très intéressante. Azmanat Mishpacha Shenam Shomrei Shabbat, inviter des gens qui ne sont pas Shomrei Shabbat à la table de Shabbat. Euh, Si on invite des gens dans le but de les rapprocher sous les ailes de la Shrina, donc de rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, les Chatrila, Yazminam, l'école à Shabbat, Veyaspik, Lahem, Naim, Nochim. Alors comment on fait? Alors il faut les Chatrila, a priori, les inviter pour tout le Shabbat et leur mettre à disposition tout ce qu'il faut en fait. Ça veut dire leur dire voilà, je t'invite chez Shabbat, tu dors chez moi, comme ça, sous-entendu, comme ça, t'as pas besoin de rentrer en voiture, etc. Je te mets vraiment tout à disposition pour que tu puisses venir Shabbat, pour ne pas qu'ils rentrent dans un problème de transgression du Shabbat en rentrant chez eux, comme on a dit. Aval, par contre, s'ils ne désirent pas venir tout le Shabbat, donc tu sais que tu dis à la personne, bah, viens tout le Shabbat chez moi, la personne ne va pas venir ou c'est pas son kiff et du coup elle viendra pas du tout. Par contre, tu sais que tu l'invites une partie du Shabbat, elle va venir. Tu l'invites par exemple vendredi soir. Rachaï et Azminam, alors on est permis, on a le droit de les inviter quand même.
Kasher Yavou les Fachot, Kodem Knisat Shabbat Barechev. Mais là, idéalement, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra qu'au moins ils viennent avant Shabbat. Mais Achar ou Elavachi, Em Bechalim Shabbat, on essaye au moins voilà, de les faire venir avant Shabbat, même si après ils vont rentrer en voiture, comme ça on diminue les interdits. Pourquoi? On se base sur quel raisonnement pour ça? Parce que dans tous les cas, si maintenant ils vont rester chez eux, ces gens-là, alors ils vont, ils vont transgresser dans tous les cas Shabbat. Alors au moins, le moment où ils sont avec nous à la table de Shabbat, ils vont faire moins de transgressions. Peut-être ils vont pas être sur leur téléphone, peut-être ils vont pas être devant leur télé, etc. Donc on s'appuie sur ça pour pouvoir quand même les inviter. Et on a dit quand même c'est bien qu'ils viennent avant Shabbat, au moins pour diminuer le Issour et Bezrat Hashem. On espère que par le fait qu'ils vont voir une belle table de Shabbat, une bonne ambiance, etc., que leur cœur va s'ouvrir à ça. Et ça doit être vraiment dans notre intention et ça aura de l'influence. Et pour qu'ils puissent se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem. Grove Mishpacha chez la rabbinite Léa Sharabi, donc il y a la femme du Rav Sharabi, je crois que c'est un Mekoubal. Donc les proches de sa famille, la famille de cette femme, la rabbinite Sharabi, c'était des gens, donc la femme du Rav Mordechai Sharabi, donc dans sa famille, donc la belle famille du Rav Mordechai Sharabi, n'était pas, euh, n'était pas religieux. Et le Rav Sharabi, malgré tout, les invitait pour faire le Seder dans le quartier de Machane Yehuda à Jérusalem. Malgré le fait qu'ils venaient en voiture, il les invitait quand même. Malgré le fait après le Seder, en fait, ils rentraient chez eux en voiture, mais il les invitait. Et certainement que ça a eu de l'influence sur eux et qu'ils ont pu comme ça se rapprocher plus d'Akadosh Baruch. Donc voilà, ça c'est par rapport à ces notions. Maintenant, on voit d'autres choses. La notion de l'Echem Mishneh. Juste une seconde. J'essaie de voir. Qu'est-ce qu'on fait là? Donc l'Echem Mishneh. Euh, L'Echem Mishneh, c'est la notion d'avoir deux pains en fait. Donc cette notion d'avoir deux pains, ça elle est valable que Shabbat. En semaine, ça sert à rien de prendre deux pains pour faire motzi. On prend un pain. Je crois que si c'est un pain entier, je crois que c'est mieux. Mais en tout cas, la notion d'avoir deux pains, c'est que Shabbat. Et aussi à Melavé Malka, puisque c'est la Seuda Revit, le quatrième repas du Shabbat en quelque sorte. C'est bien donc aussi d'avoir deux pains. D'où ça vient cette notion d'avoir deux pains? Zecher Laman, c'est en souvenir de Laman. Keshayu Am Israël Bamidbar, quand Am Israël était dans le désert. Orid Lem Akadosh Baruch Hu Bechol Yom Lechem Min Hashamayim Shenikra Shmoman. Akadosh Baruch Hu leur a fait descendre chaque jour un pain du ciel qui était appelé Laman. Ou Beyom Shishi Orid Lahem Manak Fula. Et vendredi, il leur a fait descendre une double ration. Pourquoi? Gamavour Shabbat, Gam- pardon, pour Shabbat, parce que le Shabbat, la manne ne tombait pas, donc le vendredi, il y avait la double ration, et pour vendredi et pour Shabbat. Zecher Lazé, en souvenir de ça, Anoumevim, Shne Lechamim, Bechol Seudat Shabbat. C'est en souvenir de ça qu'on amène deux pains à chaque Seuda de Shabbat. Vezeu Lechem Mishne, c'est ce qu'on appelle Lechem Mishne, Lechem Kafou, Mishne, ça veut dire double, un pain double, donc double pain. À toutes les Seudas de Shabbat, donc vendredi soir, samedi midi, à la Seuda Shlishit et à Melave Malka, Seuda Revi. Nos Chachamim m'ont dit que en fait, le vendredi, la manne tombait dans la quantité de omarim, deux homères. L'école Echad, Kafoul Misharayamim, c'était le double de la double ration par rapport au jour classique. Mikol Omer Asouch Nelechamim. Et de chaque homère, donc homère c'est une quantité, avec chaque homère il faisait deux pains. Venimtsa chez Mishne Omerim Asou Arba Lechamim. Et donc finalement on avait deux homères, chaque homère il faisait deux pains. Donc finalement ils avaient quatre pains. Et ces quatre pains, il leur servaient pour la journée entière du vendredi et la journée entière du samedi. Comment? Le vendredi, il y avait un pain pour le matin, un pain pour le soir. Et ensuite, le troisième et le quatrième pain, c'était pour le samedi matin et pour la Seouda Shlichit. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on a cette notion-là de l'Echa Mishneh. C'est pour ça qu'on prend deux pains à Shabbat. Concernant maintenant le fait de couvrir le pain. Yesh lechasat et shte achalot bemapa, milemata ou bemapa milemala. Il y a lieu de couvrir les chalotes, les deux chalotes, donc, avec une nappe en dessous, une nappe au-dessus. En général, la nappe en dessous, souvent, on a quelque chose, un plateau ou quoi sur lequel on pose le pain. Et au-dessus, on vient couvrir avec un petit napperon comme ça. Kevan shebazen irit seuda shabbat mechoubet et vechashuva. De cette manière, la seuda de Shabbat, elle semble honorable, elle semble importante, parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ça en semaine, donc on montre de l'importance à cela. Également, une autre raison, c'est en souvenir de la manne, comme on l'a dit. Pourquoi? Parce que la manne, au début, il y avait une couche de rosée qui tombait tout d'abord sur la terre. Ensuite, la manne tombait dessus. Et ensuite, il y avait une autre couche de rosée qui tombait dessus. Et donc, finalement, on trouvait que la manne était comme dans une boîte, en fait, recouverte
en dessous et au-dessus par de la rosée. Et donc, en souvenir de ça, c'est pour ça qu'on couvre notre pain. Ve'od, et encore une autre raison, qu'il y aura les kadesh à la pâte. Chez Hashuva Me'ayain, a priori, on aurait dû faire de base normalement qui douche sur le pain, mais on fait qui douche sur le vin. Et pourquoi on aurait dû faire qui douche sur le pain? Parce que on a un pasouk en fait où on mentionne la terre d'Israël et donc le Eretz, j'ai pas le pasouk, mais en tout cas, on mentionne d'abord le blé. Donc le pain, il est plus important dans l'ordre des brachot que le vin. Et C'est pour ça c'est pour ça qu'on fait, c'est pour ça qu'on fait Eretz Zavatra vache, me dit ma femme. C'est pour ça qu'on fait, c'est pour ça qu'on fait d'abord motzi et ensuite à Geffen, par exemple, en semaine. Mais le Shabbat, donc le pain aurait dû avoir préséance, puisque normalement on fait la bracha d'abord sur le pain, mais on fait le kiddush sur le vin. Et donc finalement, on vient en fait cacher le pain pour ne pas lui faire honte en quelque sorte, puisque normalement il aurait préséance, on aurait dû le mettre en priorité et la bracha dessus. Donc c'est pour ça qu'on vient le couvrir comme s'il n'était pas là en fait. Ensuite, on fait notre kidouche sur le vin et ensuite on va venir par la suite manger le pain. Au passage, il faut aussi couvrir les mésonotes parce que c'est à partir de céréales, donc c'est un petit peu la même chose, même s'ils sont faits de manière à ce que ça soit mésonotes et pas motzi. Mais il faudra couvrir aussi les mésonotes quand on fait le kidouche au moment du kidouche. Au passage, si on a un paquet de crackers, par exemple, qui est emballé dans du plastique transparent, souvent c'est comme ça les crackers, alors il faudra vraiment le couvrir aussi parce que tant qu'on le voit, alors il y a le même problème, donc il faut aussi couvrir le mésonote. L'echem mishné shalem, donc l'echem mishné, ce pain double, donc les deux chalotes qu'on a, il faut qu'elles soient entières chez les mottes. Ou kol echat yeh les fachot shiur kazaït, et il faut au moins, ce qu'elle est la taille minimum des chalotes, il faut au moins qu'elles fassent un kazaït, donc 27 grammes. En général, c'est très petit. Mashi parmi mitkalpot chatichot ktanot me'achala, en bazé chashash, vedaïn erchevet shelema. Des fois, on a des morceaux de la chala qui vont se plier un petit peu comme ça, s'écraser ou s'effriter. Il n'y a pas de problème. Ça reste considéré comme une chala entière. On a aussi un deuxième cas qui arrive très souvent, chalot devukot, donc des chalotes qui sont collées. Quand vous allez dans une boulangerie acheter des chalotes, boulangerie cachère bien entendu, chalot chenit vekubo zobazo, des chalotes qui sont collées l'une à côté de l'autre. Souvent on voit sur des plaques de cuisson, alors les chalotes elles sont collées et on voit qu'il y a des coins qui sont vraiment, il y a deux boules qui sont de deux chalotes qui sont collées comme ça et je vais devoir prendre ma chala et séparer. Et après ça fait comme un petit côté un peu lisse comme ça. Ça, c'est dû à la cuisson, en fait. C'est le système de cuisson et il y a aucun problème puisque après on vient les séparer. C'est considéré aussi comme une challah entière et ça compte donc pour avoir notre double pain. Comme ça, on n'a aucun problème d'avoir ce type de pain pour un de nos pains ou pour les deux mêmes, ou même pour les deux. Alash Isaac de la VOC Menat Surot shel Arbe Chalot Ktanot, Umechaveran Yachad Veofe Otan Karbetanour. כנהוג לעשות חלה גדולה בצורת אשכול ענבים, והבוצע תולש חלה אחת לכל אחד ונותן לו, יש להקל לצרף שתי חלות מהן ללחם משנה. Des fois, on peut avoir de faire une très très grande challah, par exemple en forme de grappe de raisin, comme ça, avec plein de petites boules. Si on vient maintenant de décrocher les différentes parties des challahs, en fait, elles seront quand même considérées, on pourra s'appuyer sur ça, de considérer que c'est quand même des petits pains entiers maintenant, quand on vient les séparer. Pourquoi? Parce que au moment où on a cuit ce pain-là, on avait l'intention déjà de le séparer en différents petits pains. Euh, Même si au final, quand on enfourne, ça semble être un seul et même pain. Quand on l'a enfourné, on avait l'intention de le séparer en différents pains et donc ça comptera aussi pour le lechem mishné. Matzah ougat tznimin, donc de la matzah, de la galette, ougat des gâteaux, tznimin des biscottes. Imen lo lechem shalem, si on n'a pas de pain entier maintenant, yachol et saref matzah, au ougat chez les mâts, chez Eshba Kazaït. Admettons qu'on n'a qu'une seule challah, alors il nous manque la deuxième pour faire le lechem mishné. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre une matzah, donc une galette, ou un gâteau. Il faut qu'il soit entier et il faut qu'il ait aussi kazaït. Et à ce moment-là, on pourra l'utiliser en tant que deuxième pour avoir le lechem mishné. Kishem shel lechem à la ouga, sheare akova seuda al ougot. Pourquoi? Parce que on donne un nom, une appellation de pain au gâteau. Dans quelles conditions? On sait que du gâteau, du mezonot, si on en mange une certaine quantité, entre autres, en l'occurrence 216 grammes, alors on fait motzi et birkat Amazon. Et a fortiori une matzah aussi qui peut avoir cette appellation de pain euh, de manière générale.
Même si chez les Sfaradim, dans l'année, sur la matzah, on fera mezonot. En tout cas, pour le gâteau et pour la matzah, ils ont cette appellation de pain en quelque sorte. Donc c'est pour ça que si il nous manque une deuxième challah, on pourra utiliser un gâteau entier ou une challah entière, ou une matzah entière, pardon, à condition qu'elle soit entière et qu'elle fasse un kazaï. Également, on peut aussi associer euh, des biscottes. Juste une seconde. Donc pareil, à la même condition, il faut que la biscotte elle soit entière. Alors on pourrait dire une biscotte, c'est qu'une tranche. En fait, pour faire une biscotte, elle est à nouveau enfournée. Donc c'est comme au niveau de la deuxième cuisson de la biscotte, c'est comme si elle était comme faite comme si c'était un pain entier maintenant, un pain à part entière. Et donc on pourra aussi utiliser une biscotte s'il nous manque une deuxième challah. Au passage, un petit point sur les biscottes. Comment savoir si ça peut être des fois, des fois, il y a des biscottes qu'on achète, on sait que c'est directement maisonnote. Mais des fois, on peut, par exemple, si on a une challah qu'on n'a pas mis à notre table de Bassari Shabbat, par exemple, on a laissé de côté dans un sac exprès pour faire ça, pour après couper en tranches et la mettre au four ou la transformer en biscotte comme ça, ou la mettre dans un grille-pain ou peu importe. Donc, est-ce qu'on pourrait faire maisonnote sur une telle chose? Alors non, on ne pourrait pas faire maisonnote. Pourquoi? Et la règle est très simple. Dès lors que c'est arrivé à un moment dans la chronologie, on a eu un moment où ce pain-là, il était motzi, alors même si après ça va être transformé en biscotte, ça reste motzi parce que il y a eu un moment où ça a été motzi, ça a été du pain, et après, même si après il est transformé en biscotte, je ne peux pas le transformer en maisonnote. Si ça a été du pain de base, ça a été motzi, et donc ça restera motzi. Lechem kafou, du pain qui est congelé. Rachel tzaref pitak foual lechem mishne. On peut aussi associer euh, un- une pita qui est congelée. Donc je la sors du congélateur en tant que deuxième chalotte, pas en tant que première bien sûr, parce que je ne vais pas manger du congelé. Mais si là tout de suite je me rends compte que j'ai qu'une challah, je peux sortir une pita du congélateur. Pourquoi? Chez Kevan Shein tzarech levtsual shtehen, parce que comme j'ai pas besoin euh, de couper maintenant les deux pour faire mon lechem mishne, si j'ai besoin de les associer pour la bracha, je peux prendre quelque chose qui est euh, euh, si j'ai qu'une challah qui est apte à être mangée, c'est bon, comme on l'a dit. Également, une autre raison, c'est parce que plus tard, elle va forcément se décongeler, cette pita, si je la laisse. Et donc, comme plus tard, elle va se décongeler, même si maintenant elle est congelée, alors c'est considéré comme si dès maintenant, elle était apte à être mangée. Et également, même maintenant, elle pourrait être mangée si je venais à la tremper, par exemple, dans une soupe chaude. Donc, pour toutes ces raisons, on peut prendre une pita congelée. Si maintenant c'est possible facilement de demander à son voisin, par exemple, une pita qui est déjà décongelée, si on ne peut pas attendre qu'elle se décongèle, euh, c'est mieux d'aller l'emprunter à son voisin, quitte à après lui rendre juste après qu'on ait fait mot dessus. Donc, si on va l'emprunter au voisin, que c'est mieux, on nous dit que c'est mieux d'emprunter au voisin, alors a fortiori, j'ai envie de vous dire, c'est mieux de la décongeler et d'attendre quelques instants pour faire les choses bien, ou même c'est encore mieux d'anticiper et d'avoir ces deux chalotes comme il faut. Mais au moins, on a des solutions de secours si on n'a pas prévu le coup. Imanlo Mikol Anis Karleel, s'il n'a pas toutes les solutions qu'on a proposées, si jamais il lui manque un deuxième pas, on a proposé plein de solutions. Yevarech al shte chatichot pat, il fera la bracha sur deux morceaux de pain, même si c'est pas deux chalotes entières, au moins que ça soit deux morceaux, ça sera le minimum du minimum. On va essayer de terminer très très rapidement ces points-là, parce que la semaine prochaine, je veux commencer vraiment un autre sujet et on termine. Netilat Yadayim, donc avant la Seouda, donc on fait Netilat Yadayim avec un Keli, comme classiquement en fait pour Netilat Yadayim qu'on a l'habitude de faire. Concernant l'interruption entre la Netilat Yadayim et le Motzi, idéalement il faut s'efforcer de ne pas trop attendre entre le Netilat Yadayim et le Motzi. Maintenant, il y en a qui ont un minag euh, de chanter Mizmor les David, les Mifta al-Rifta, etc. Ceux qui ont un minag, très bien. L'idéal pour ceux qui n'ont pas de minag, c'est de faire par exemple ces choses-là avant Netilat Yadayim, comme ça on ne rentre pas dans le problème. Également, si on ne peut pas ne pas attendre, par exemple dans un Shabbat Ratan, il faut attendre que les gens s'assoient, etc. Alors il n'y a pas de problème, ça ne sera pas considéré comme une interruption. Mais l'idéal, c'est si on peut avoir nos deux petits pains devant soi pour que chacun puisse faire son propre motzi et enchaîner directement le motzi sans avoir trop à attendre après Netilat Yadayim. Maintenant, concernant le fait de manger le pain, après qu'on se soit assis, on prend les deux chalotes, on met la challah l'une sur le dos de l'autre, donc l'une sur l'autre.
On tient les deux pains. Il y en a qui ont l'habitude aussi, avant de venir faire la bracha, de mettre une petite entaille comme ça sur la challah. Mais au-delà de ça, maintenant, on parle vraiment le moment où on va faire le moti. Donc, on prend une challah, on la met sur l'autre. On tient les chalotes avec les deux mains, idéalement avec les 10 doigts. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a plusieurs versets, en fait, qui parlent du pain et qui ramènent des versets qui font 10 mots, je crois, et qui parlent du pain. Donc, c'est pour ça qu'on met les 10 doigts. Il y a encore d'autres raisons. En tout cas, on met nos deux mains comme ça sur les deux pains l'un sur l'autre. Ve'ekaven birkato leotziam yedechova. On a l'intention pour celui qui fait la bracha, c'est comme le kiddush, c'est comme toutes les brachot où on acquitte, il faut penser à acquitter les gens et les gens doivent avoir l'intention de se faire eux-mêmes acquitter. On fait la bracha de Hamotzi Lechem Min Haaretz et ensuite ils répondent Amen. Euh, ils répondent Amen et dès qu'ils répondent Amen, là je peux couper mon pain. Et c'est bien de faire une chose, c'est que pendant que je tiens mes deux pains, mes deux chalotes, que je vienne couper en même temps le pain. Donc je parle de couper à la main ici. Donc je tiens mes deux chalotes. Et en même temps, maintenant, ils ont répondu Amen. Je vais venir couper en même temps, dans la foulée que je tire mes deux chalotes, je viens couper en même temps une des deux, donc pour prendre un morceau de pain. V alpi à Kabbalah. Et d'après la Kabbalah, c'est bien donc de tremper le pain 3 fois dans le sel. Également, il ne faudra pas parler jusqu'à qu'on avale le morceau de pain. Euh, Très bien. Il y en a qui ont l'habitude de prendre le pain qui est du haut, donc de couper le pain qui est en haut. Il y en a qui ont l'habitude de prendre le pain qui est en bas. Il y a différents minagim. Chez les Ashkenazim, par exemple, le soir du Shabbat, ils prennent la challah du bas, alors que le jour du Shabbat, le Shabbat matin, ils prennent la challah qui est en haut. Il y a différents minagim sur cela. Pour terminer, le Shulchan Aruch nous dit que c'est une mitzvah de prendre Shabbat, donc de prendre un morceau de pain, un grand morceau de pain, qui va nous suffire presque pour toute la Séouda. Donc il n'y a pas de problème à prendre un très gros morceau de pain. Et même si en semaine, on ne devrait pas agir comme ça parce que ça semble un petit peu comme un glouton, Raaftan, c'est un peu de la gloutonnerie d'agir comme ça. Mais le Shabbat, on n'a aucun problème d'agir comme ça parce qu'on montre que notre intention, c'est d'agir vraiment dans le but de chérir la mitzvah du Oneg Shabbat, du plaisir du Shabbat. Donc il n'y a pas de problème de prendre un grand morceau de pain. Et c'est bien donc de prendre un grand morceau de pain pour Shabbat, dès le premier morceau, et pas un mini morceau comme ça. Concernant les invités, la distribution du pain aux invités, Gamim yesh l'école echad me'avesumim chala, même si chacun a une chala devant soi, donc chacun a un petit pain par exemple, lo it'amu ad she it'am botzia. Ils ne devront pas goûter tant que celui qui a fait la bracha, qui les a acquittés, n'a pas lui-même goûté. Et euh, après que celui qui a fait la bracha, il a goûté, il leur distribuera un petit morceau pour qu'ils puissent s'acquitter de la mitzvah, donc avec le lechem mishné, avec la double chala c'est celui qui a fait la bracha, qui a lui la double chala. Donc même si eux, ils ont un petit pain qu'ils vont manger après dans leur repas, pour bénéficier de ce lechem mishneh-là, ils attendront qu'il leur donne un petit bout. Donc il y a une notion quand même d'attendre qu'on nous distribue notre bout pour profiter du lechem mishneh. Si maintenant chacun a un lechem mishneh, donc si chacun a deux chalotes, alors ils pourront goûter avant celui qui coupe le pain et faire juste dire amen à la bracha et goûter avant lui sans aucun problème s'ils ont eux-mêmes leurs deux pains. Et ils peuvent comme ça se faire acquitter directement de la bracha ou alors faire la bracha eux-mêmes s'ils la font pas en même temps comme on l'a dit. Également, il ne faut pas jeter le pain aux invités parce que c'est pas un kavod, c'est pas un respect pour le pain. Et si on est trop loin, alors on peut tendre la main en lançant, mais très légèrement comme ça. Il ne faut pas faire une lancée. Il faut tendre au maximum la main et l'avancer un petit peu comme ça sur la table. Et si malgré tout ça ne suffit pas, alors on le fera passer par d'autres personnes qui passeront le morceau de pain à la personne. Également, il ne faudra pas donner le pain main dans la main aux invités. Et ça, c'est valable pour en semaine comme le Shabbat. Parce que ça, c'est un des rères de Havelout de personnes endeuillées, lo alenu. Euh, voilà, on va terminer avec ça. Concernant le fait de manger le pain, désolé pour le retard, hein, mais dans les trois séoudotes de Shabbat, il faut manger du pain, un petit peu plus que le chiour de Kabetza. Donc, Kabetza, c'est 2 fois Kazaïd. Donc, retenons, il faut manger à peu près 60 grammes de pain. Pourquoi? Pour que ça nous soit considéré comme une Seoudat Keva, un repas fixe et non pas un repas provisoire, une Seoudat Hara. Il faut que ce soit un repas fixe et pour cela, il faut manger au moins 60 grammes de pain. Et s'il nous est difficile de manger 60 grammes de pain, il faudra manger au minimum un kazaï de pain, 27 grammes de pain. Par contre, s'il a l'intention de manger que 27 grammes de pain, attention,
il fera Netilat Yadayim, mais il ne pourra pas faire la bracha de Al Netilat Yadayim. Et ça, c'est une règle qui est valable aussi en semaine, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui se trompent sur ça. Quand on fait la bracha de Al Netilat Yadayim, c'est qu'on va manger au moins deux kazaïd de pain, donc c'est très important, parce qu'en général, on veut faire la bracha de Al Netilat Yadayim. Il faut manger au moins deux kazaïd de pain. En réalité, c'est pas beaucoup, ça va très vite. Et ce qu'il nous dit ici, c'est que on devra manger ces deux kazaït-là, cette quantité-là, dans un temps de 7 minutes et demie après notre bracha. Et donc, celui qui est intelligent, Chacham Enav Berocho, de manger tout de suite cette quantité-là et de ne pas attendre qu'on soit rassasié avec d'autres mets, au risque après de ne pas pouvoir manger la quantité nécessaire. Pour vous donner une idée, une pita, ça fait à peu près 90 grammes. Donc 60 grammes, ça fait à peu près deux tiers d'une pita. Vous voyez que c'est pas énorme. Et donc le conseil intelligent, c'est de manger ces deux kazaïtes là, puisqu'on aura fait la bracha de Al-Netilat en général. On devra manger donc deux kazaïtes, au moins 60 grammes. De le manger rapidement après le motzi, c'est pas énorme, ça coupe pas l'appétit. Et au moins, on est tranquille. Euh, on est quitte de la Seouda de Shabbat, donc vraiment avec ce pain pour que ça soit, comme on a dit, une Seouda de Keva. Euh, Quand on va manger du poisson, voilà, on termine vraiment avec ces points-là. C'est pas de la blague. Bassar ached dagim, donc quand on va manger des poissons et qu'on veut manger maintenant de la viande, alors on va nettoyer sa bouche, essuyer sa bouche, ses mains aussi avec de l'eau et, et on mangera quelque chose entre les deux, un bout de pain par exemple. Et ensuite, on peut manger de la viande pour ne pas faire de mélange entre le poisson et la viande. Si maintenant ses mains, il sait qu'elles sont propres, il n'a pas touché avec le poisson ou autre, il n'est pas obligé de les laver. Et dernier point pour terminer, voilà, et on s'arrête là. Yahin Baseouda, si on boit du vin dans le repas, est-ce que la bracha du vin sur le kidouche acquitte le vin qu'on va boire pendant la Seouda? Ou est-ce qu'on devra refaire à Geffen pour le vin qu'on va boire maintenant dans notre repas? La réponse est très simple. Si on n'a pas bu, si on n'a pas goûté le vin du kidouche, alors il faut faire la bracha de Hagefen dans la Séouda si je veux maintenant venir boire du vin. Si maintenant, deuxième possibilité, j'ai goûté du vin au kidouche, j'ai goûté un petit peu de vin au kidouche, alors la chose dépend. C'est dépendant. Si des fois il a l'habitude de boire du vin dans sa Séouda, dans son repas, cette personne-là, vu qu'il a goûté le kidouche, il n'a pas besoin de refaire maintenant la bracha de Hagefen sur du vin. Si maintenant il n'est pas habitué du tout à boire de vin dans sa Séouda, et là d'un coup il a décidé qu'il allait boire un verre de vin, alors il fera la bracha. Mais si maintenant il avait pensé qu'il allait boire du vin dans sa Séouda, ou alors qu'il est invité chez quelqu'un, etc., il ne fera pas la bracha dès lors que, comme on a dit, la condition pour ne pas avoir à faire la bracha sur du vin, c'est qu'on ait goûté le kidouche, le vin du kidouche. Si on n'a pas goûté le vin du kidouche, on fait forcément la bracha de Hagefen. Si on a goûté le vin du kidouche, alors, si on est invité chez quelqu'un, en général, on est invité, donc on ne sait pas trop ce qui va nous servir, donc on sait que c'est possible qu'il nous serve du vin, donc on ne refera pas la bracha. Pareil, si on est habitué à boire du vin en général, où ça nous arrive, où on avait l'intention de boire du vin à cette Séouda, pareil, on ne refera pas la bracha, toujours à condition d'avoir goûté le vin du kidouche. Voilà, on a terminé pour cette semaine. Je réactive le micro. Désolé pour le timing. Et comme ça, la semaine prochaine, on peut commencer un nouveau sujet, Bezrat Hashem, qui sera le fait de faire 100 brachot à Shabbat. Comment on peut faire pour multiplier les brachot? Est-ce qu'on peut faire la bracha sur des gâteaux, sur des desserts, tout ce qu'on cherche en fait à rajouter des brachot et savoir comment on peut faire ça pour multiplier les brachot à Shabbat et faire les 100 brachot comme on doit faire en fait chaque jour 100 brachot, y compris le Shabbat, et que Shabbat on a moins de brachot qu'on peut faire parce qu'il y a moins de brachot dans les Hamidot, etc. Donc on verra concrètement comment on peut faire pour ça. Chazak à tous, les micros sont réactivés.